Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur les opérateurs de RxJS. Ces opérateurs sont la pierre angulaire de la librairie, donc on va les définir et voir un peu l'API. C'est parti! Les opérateurs sont des fonctions d'ordre supérieur, high order function, qui sont pures. En d'autres termes, ils ne mutent pas l'observable courant, mais agissent sur les valeurs contenues dans le contexte de l'observable. C'est la fameuse notion de functor que l'on avait brièvement mentionnée dans la toute première vidéo. Certains observable operators vont même pouvoir agir sur des observables d'observables. C'est la fameuse notion de monade que l'on a vu aussi dans cette première vidéo. Au final, chaque opérateur émettra un nouvel observable. Ainsi, une chaîne d'observables va se dresser constituant notre pipeline. Donc si cette notion de pipeline vous est inconnue, je vous invite à visionner la vidéo introduisant les streams. La business logic, la valeur métier de notre application, va donc pouvoir être contenue et reposée sur les opérateurs auxquels on va passer nos fonctions en paramètres dont on devra s'assurer de la pureté pour rester en concordance avec les principes de la programmation fonctionnelle énoncés dans les deux premières vidéos, que l'on devra donc s'efforcer de respecter car JavaScript est permissif étant donné qu'il est multi-paradigme. Ce sont des opérateurs qui vont performer diverses tâches sur les données qui vont transiter d'observable en observable. Donc un point à mentionner, c'est que c'est la même référence des données qui transitent. Il n'y a pas de création de données intermédiaires comme cela peut être le cas avec les fonctions natives JavaScript comme map, filter, appliquer à un array. En effet, l'abstraction est totale, ce qui va permettre en fait d'optimiser, mais en fait ici les opérateurs vont créer pour chaque subscription un pipeline différent pour chaque observeur qui souscrit. En d'autres termes, chaque observeur aura des références de data différentes. Mais au sein de chaque pipeline, ce sera les mêmes références qui seront utilisées sans création de valeur intermédiaire. Il y aura des opérateurs qui permettront de modifier ce comportement, mais on y reviendra dès que vous aurez compris tous les opérateurs disponibles. Donc on en reparlera dans le chapitre portant sur les concepts de cold et hot observable. Tous ces opérateurs sont de petites briques unitaires totalement indépendantes les unes des autres et vont agir uniquement sur ce qu'ils ont en entrée, donc ce qu'ils réceptionnent en sortie des opérateurs précédents. Et l'œuf ou la poule dans tout ça? Et oui, il y aura des opérateurs nommés creator opérators qui vont se charger d'initier, donc porter le rôle de producteur au sens de design pattern observer, et donc faire entrer les premières valeurs pouvant être n'importe quoi, comme vu dans la précédente vidéo. Dans tout ça, on va rapidement comprendre que certaines méthodes vont être disponibles statiquement via une sorte de factory, d'où le nom d'observable factory que l'on peut retrouver, tandis que d'autres seront accessibles que via la chaîne prototypale car agissant uniquement au sein d'un pipeline et donc n'ont pas pour responsabilité de l'initier. Ainsi, les méthodes statiques regroupant majoritairement les opérateurs de création-combinaison sont définies directement au sein de l'objet rx.observable. Dès lors, tous ces opérateurs vont être idéaux pour débuter l'instanciation de notre observable producer. Tandis que les opérateurs d'instance de méthode sont inclus dans le prototype des observables et seront donc utilisés comme opérateurs au sein de notre pipeline. Naturellement, on va débuter avec des opérateurs qui sont similaires aux opérateurs rencontrés dans les tableaux natifs JavaScript. Commençons par l'opérateur phare, l'opérateur map, qui projette sur un contexte observable une transformation sur les données avant de les rewrapper dans un observable défini. Ce qui définit les observables au rang de functor. Ainsi, on va détailler map, filter, reduce, qui ont exactement le même comportement que pour les arrays, à ceci près qu'ici, on est sur un flot de données. Après, tout comme dit précédemment, un stream c'est comme un array. La seule différence c'est que les données ne sont pas toutes en mémoire vive et disponibles, mais sont contenues sur le temps. Donc comme dit précédemment, l'opérateur map qui applique une fonction projetée fournie en paramètres. À chaque donnée mise en entrée de l'observable, cette fonction sera appliquée et retourne à ce tour un résultat suite à la transformation dans un nouvel observable. Dit autrement, il passe chaque donnée au travers d'une fonction de transformation et retourne en sortie la valeur correspondante. Le filter opérateur permet de filtrer les données en entrée correspondantes sur un critère qui sera évalué satisfaisant ou pas à l'aide d'une fonction dite prédicat qui sera passée en paramètre. Le reduce, c'est une fonction majeure dans la programmation fonctionnelle portant d'autres noms au sein des langages purement fonctionnels tels que fold par exemple. C'est une fonction qui va utiliser un accumulateur sur chaque donnée source transitant dans l'observable et va retourner cet accumulateur une fois l'observable complété. Donc il doit être complété et pas être issu de données infinies. Ainsi, il va retourner in fine une seule valeur d'un ensemble de données entrées en input. Formulé autrement, il combine ensemble toutes les valeurs émises en entrée utilisant une fonction accumulateur qui sait comment assembler la nouvelle valeur entrante au sein de l'accumulateur précédent.
On retrouve bien la notion de récursivité ici, si chère à la programmation fonctionnelle. Vient ensuite l'opérateur scan, qui pour le coup, lui, est le seul opérateur que nous étudions aujourd'hui qui n'existe pas au sein des arrays JavaScript. Cet opérateur est finalement un intermédiaire possible dans un contexte observable où la dimension temps rentre en jeu implicitement. Je vous propose maintenant de réaliser quelques exercices autour de ces méthodes. Honnêtement, ces exercices ne sont pas exclusivement liés à RxJS, mais plus généralement à la programmation fonctionnelle et à la manière de penser fonctionnelle pour résoudre un problème. Ainsi, je vous propose deux exercices où l'on va réaliser un compteur de caractères au sein d'un texte. Alors, on va utiliser nos fonctions précédemment présentées, et ici, le problème n'a pas grand intérêt à être Rxifié car aucune problématique d'asynchronisme rentre en jeu. Ainsi, on va le faire au travers des arrays, dont les méthodes ont le même comportement, au transduceur près, donc souvenez-vous, c'est que entre chaque méthode, il n'y a pas d'optimisation, une nouvelle référence est créée, chaque référence est mise dans un nouveau contexte d'arrêt. Bref, vous savez, c'est juste l'optimisation sur les données transverses opérées par RxJS. Mais peu importe, on n'est plus en 90, le plus important est la lisibilité et la robustesse du code. Vient ensuite l'affinage des performances. Alors néanmoins, je souhaite avoir une notation assez proche de la programmation fonctionnelle, or l'imbrication de fonctions les unes dans les autres n'est pas très lisible et donc fonctionnelle. Vous savez, RxJS a ce fameux pipeline symbolisé par la méthode pipe, prenant en paramètre les opérateurs observable. Alors cette notation est actuellement en proposition auprès des prochains standards d'ECMAScript et sera très certainement adoptée, mais pour l'heure je vais donc commencer par implémenter un comportement un petit peu similaire pour qu'on se retrouve à utiliser des méthodes d'arrêt, mais vraiment dans une vue très fonctionnelle, très proche de RxJS. Alors, c'est un peu out of scope, et donc si au demeurant vous ne saisissez pas très bien comment j'arrive à faire cela, l'important est que vous compreniez ce que cela fait. Donc mon idée est de pouvoir chaîner mes fonctions comme dans un pipe RxJS. Pour arriver à cela, ma seule solution consiste à implémenter une fonction qui a ce comportement. Et oui, n'oubliez pas, function at the first class citizen. Donc quand je rencontre un problème, ma seule solution est une fonction, car on est dans un paradigme fonctionnel. Je vais nommer cette fonction compose. Son but est donc de faire un f rongé, si vous préférez la notation mathématique de composition d'une fonction. Ainsi, ma fonction sera une high order function, dans le sens où elle prend des fonctions en paramètres et retourne une fonction faisant le fameux f rongé de chaque fonction. Donc, on utilise l'opérateur 3 petits points pour signifier que l'on prend l'ensemble des paramètres. Ils seront tous récupérés dans un array. Ici, ce sont des fonctions qui sont contenues dans cet array. Et on applique un reduce, sans préciser de valeur d'initialisation. Ainsi, si on ne précise pas la valeur d'initialisation, le premier paramètre du reduce, ici f, équivaut au premier paramètre passé à compose, et g au second paramètre. Le reduce va retourner une fonction prenant des paramètres, ici ce sera les prochaines fonctions à composer, et on va exécuter f rongé en passant toutes ces autres fonctions en paramètres. Ah oui, je vous avais prévenu, c'est du fonctionnel de haut niveau. Donc ne prenez pas peur si vous ne comprenez pas, c'est normal et ce n'est pas très grave. À vrai dire, à la fin de la formation, après avoir fait pas mal de fonctionnels, cette fonction vous apparaîtra. Naturellement, il y a quelques limitations dans notre façon d'implémenter notre composition. C'est que les fonctions passées en paramètres sont supposées disposer d'un seul param en entrée. Alors ici, cela suffira pour notre exemple. Cela nous forcera à avoir des fonctions plus facilement pures vu qu'il n'y a qu'une seule valeur en entrée attendue. Et oui, vous le voyez, grâce à cette fonction de composition, on va pouvoir entreprendre un raisonnement fonctionnel. En effet, résoudre ce problème de comptage de nombre de caractères au sein d'un texte va pouvoir être décomposé en sous-problèmes triviaux qui, composés ensemble, résoudront notre problème. Ainsi, on va avancer petit pas par petit pas, ou plutôt fonction par fonction dans notre cas, et on va arriver à un système complexe. C'est comme ça, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit à avoir lorsque l'on résout des problèmes avec une philosophie fonctionnelle. Alors, on peut d'ores et déjà tester. Donc on va faire un compose d'une simple fonction de multiplication et d'incrémentation. Donc on commence par la multiplication puis l'incrémentation. Si on exécute et on print, on récupère bien une fonction qui a réduit les autres fonctions passées en paramètres et ne demande plus qu'à être exécutée. Alors néanmoins, que voit-on? Mes fonctions sont exécutées dans le sens inverse. Pour corriger cela, on vient inverser, faire un g-rond f, ou alors on peut appeler la fonction reduceWrite présente dans les arrays qui va commencer sa réduction par la droite. Comme cette fonction n'est pas disponible en RxJS, on comprend pourquoi, car on peut aisément arriver à ce résultat en modifiant ou en faisant un reverse au pire des cas. Donc partons donc sur le g-rond f, et là on voit bien la multiplication est appliquée, puis l'incrémentation. On se retrouve donc bien avec 2 et non un 4 si on met en entrée un 1 dans le petit pipeline qu'on a créé. Ok, bon, on va s'arrêter avec ce mock de pipeline, on va pas recoder tout RxJS non plus. Alors, commençons réellement notre problème maintenant.
Donc encore une fois, il faut penser fonctionnel. En d'autres termes, on ne commence pas par penser comment représenter nos données pour résoudre le problème, mais bien par qu'est-ce que l'on souhaite résoudre. Tout est là. Une fois que vous avez nommé ce que vous souhaitez faire, l'exercice est déjà terminé. Le plus dur est d'arriver à formuler le problème. Donc en le faisant ensemble, cela va vous montrer la façon de penser qui n'est rarement pas innée de prime abord. Mais par la suite, ce sera à vous de faire cet effort, cet exercice de nommer le problème. Ce qu'on souhaite, c'est compter les lettres T. La grammaire des langages parlés est par nature ambiguë. Ici, T, qu'est-ce que signifie T? Majuscule, minuscule, ASCII, ITF8, etc. Alors oui, prenons le temps, il va donc falloir faire des choix et trancher. J'ai décidé de compter les majuscules aussi. Ok, on va commencer par scoper le problème. Donc, prochaine étape, c'est dire ce que l'on veut faire. Nommer. N'oubliez pas, c'est what, ce que je veux, et non how, comment je le veux. Ça, c'est de la programmation impérative. C'est ce que l'on cherche à s'éloigner autant que faire se peut dans cet exercice. Ainsi, une solution est de renverser le problème et de commencer par la fin en disant ce que l'on veut. C'est ce décalage de pensée qui va nous permettre de résoudre le problème fonctionnellement. Naturellement, il y a pléthore de solutions plus ou moins élégantes et performantes. Ici, la performance n'est pas le sujet. Essayons le curseur élégance. Ok, premièrement, je veux tout mettre en minuscules. Ensuite, conserver les caractères alphabétiques et les trier pour les compter. Ou une autre solution, encore plus élégante, les filtrer sur notre lettre et puis agréger pour obtenir le toto. Donc voilà, j'ai fait l'exercice, c'est fini à vrai dire. On a nommé les choses, les fonctions atomiques qui, une fois composées, résoudront notre problème. Donc le cœur de l'algorithme est là et c'est linéaire. Il n'y a pas de boucle ou de choses compliquées en apparence. Il ne reste plus qu'à implémenter ces fonctions unitaires, ultra spécifiques et donc complètement pures. Ok, ainsi débutant avec uppercase. Donc on appelle juste la méthode toUppercase sur chaque caractère. Pour cela, on fait un point map qui va projeter tous les caractères. Et donc en sortie, on récupère un array contenant tous les caractères en majuscules. Filter by key letter, c'est pareil. Alors j'ai fait un point map, mais c'est un filter que je vais corriger après. Donc là, on prend un texte d'exemple. Donc j'ai pris un générateur de lorem ipsum. Donc pour info, un lorem ipsum représente un paragraphe en latin. Il était très utilisé par les designers car en fait, peu importe le contenu, les phrases auront à peu près le même nombre de caractères et de mots, d'espacement. Donc ça peut être très utilisé dans du design. Enfin bref. Ensuite, il nous reste à implémenter le count qui sera juste un str.length sur ce qu'on aura filtré. Donc là, je me rends compte que c'est filter et que donc voilà, on filtre sur la lettre T en majuscule vu que tout est en majuscule maintenant. On vérifie, donc voilà, on voit qu'il y en a 30 et sinon 3 quand j'ai mis que 3T. Donc si là on remet, il y en aura de nouveau 30. Alors là maintenant, on peut se dire oui mais c'est bien malin mais je fais quoi? J'ai que la lettre T, c'est pas très intéressant tout ça. N'oubliez pas, on est dans du fonctionnel, donc on part d'un spécifique et petit à petit on refactor, mais on part surtout de fonctions très très spécifiques. Ainsi, si je veux que la lettre change, je rajoute un paramètre par exemple, ça pourrait être une solution. Ou alors de la purification de fonctions, mais bon, on n'a pas encore trop vu ça. On verra peut-être quand on abordera que le sujet de la programmation fonctionnelle si jamais ce besoin se fait sentir. Et donc voilà, on peut faire un filter by letter, puis un filter by letter T, qui lui appelle filter by letter avec en paramètre la lettre T. Donc on fait de la composition de fonctions. Passons maintenant à l'exercice 2 qui consiste juste à chercher le caractère le plus commun dans le texte. Donc à nouveau, on peut réutiliser ces fonctions, d'où l'intérêt de la programmation fonctionnelle. Donc là, on peut utiliser le uppercase. Et puis on va de nouveau partir par ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, le what, avec l'envie de garder les caractères alphabétiques, puis de les trier, et puis de compter tout simplement les caractères. Keep alpha-char, pour cela j'utilise le shortcode at, donc qui est la valeur ASCII du caractère. Pour le sort, j'appelle juste sort, qui est une array method. Voilà, finalement, elle est tellement simple que finalement je l'inclus directement dans le pipeline de compose. Et pour get most common, donc là, c'est un peu plus compliqué, on va faire une fonction reduce, pas reducer, avec donc une idée d'accumulateur et d'éléments. Donc l'accumulateur, on va imaginer que c'est un objet qui contient des propriétés, donc qui contient en propriété le caractère courant plus le nombre dit de fois qu'il a été compté, donc un compteur de ce caractère. Une partie où c'est qu'il y a vraiment le caractère qui est le plus présent à l'heure actuelle dans le parcours de notre tableau. On l'initialise et puis ce qu'on retourne c'est l'accumulateur courant. Alors j'essaie de faire de l'immutabilité en plus, donc je transforme pas l'accumulateur, vraiment j'écrase l'objet que je retourne. Donc voilà, il faut faire un deep clone. Voilà, comme c'est que des propriétés de un niveau de profondeur, ça fonctionne avec l'opérateur 3 petits points de déconstruction. Maintenant, voilà, on a most common char, il suffit juste d'appeler cette méthode avec le texte.
Bien sûr, pensez à retourner la lettre qu'on veut en résultat, la lettre la plus commune qu'on a en résultat. Et donc voilà, si on fait un test, on voit bien qu'il y a E qui sort. Si je rajoute des A, c'est A. Et on voit bien le nombre d'itérations, donc 40 pour E, et puis ça devient A dès que je dépasse les 40 occurrences de A. J'espère que vous avez compris. Donc l'idée principale, même si vous n'avez pas compris forcément le code, c'est de voir cette idée de composition de fonctions. Prendre les problèmes vraiment vers ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Arriver à nommer les choses, c'est le plus difficile exercice en informatique, et même par-delà l'informatique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour introduire donc les principaux opérateurs fonctionnels, qui sont donc, je le rappelle, le map, le filter, le reduce. On a vu aussi le scan, qui est vraiment une application du reduce dans un contexte vraiment rixifié. Et puis on a fait nos petits exercices d'exemple pour arriver à un mindset fonctionnel. Donc là, on a vu vraiment un point très important, mais néanmoins la prochaine vidéo le sera tout autant, où on va aborder les creator operators, donc la catégorie d'opérateurs qui permet de rectifier toute donnée JavaScript. Je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Cela va donc nous permettre d'initialiser tout un pipeline et donc tout un cycle RxJS. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Bye!